Bienvenue à notre exploration des sources. Aujourd'hui, on va décortiquer un point précis de la paix française. Vous savez, le calcul du salaire quand on arrive ou qu'on part en cours de mois. Ah oui, la proratisation. Exactement. Notre source, c'est un article très clair du site La Paix Facile, un site d'ailleurs tenu par Anthony Roca, qui est formateur paye et expert reconnu. Notre objectif, vraiment comprendre cette ligne absence-entrée-sortie qu'on voit parfois sur le bulletin. Alors prêt? Absolument. C'est un mécanisme fondamental pour garantir que la rémunération soit juste et puis légale aussi pour ces mois incomplets. Bon, alors, cette fameuse absence entrée-sortie, qu'est-ce que c'est concrètement? L'article de la paix facile dit que c'est une déduction. Oui, Si on est embauché, disons, le 15 du mois, ben, on n'est pas payé pour le mois entier. C'est logique. c'est ça. On a juste autant de présence réelle. Et c'est important de le dire, hein, ce n'est absolument pas une sanction. Ah non, bien sûr. C'est purement un calcul technique pour adapter le salaire, qui lui est mensualisé. Le principe légal derrière, c'est la proportionnalité. On paye uniquement pour le travail qui a été effectué. D'accord. Et ça concerne la plupart des salariés mensualisés, que ce soit en CDI, en CDD, à temps plein ou partiel. Par contre, attention, pour d'autres types de contrats, comme les intérimaires par exemple, les règles peuvent être un peu différentes. On pourrait se dire que c'est juste une ligne sur la fiche de paye, mais l'article souligne bien son importance. Pourquoi c'est si crucial de bien l'appliquer? Payer un mois complet à quelqu'un qui arrive le 20, bah, c'est pas juste pour l'entreprise. Logique. Et inversement, si quelqu'un part le 10 et qu'on n'ajuste pas, l'employeur paye pour du travail non fait. Ensuite, et c'est crucial, c'est une obligation légale. La loi est très stricte. Toute retenue pour absence, quelle qu'elle soit, doit être strictement proportionnelle au temps non travaillé. D'accord. Strictement. Oui. Anthony Roca le rappelle très bien sur la paye facile. Interdiction totale de déguiser une sanction financière par ce biais. Et puis, au-delà de la loi, c'est une question de confiance. Une erreur là-dessus, même involontaire, ça peut vite créer des tensions. Bon, venons-en au calcul alors. Le cœur du sujet. L'article de la paix facile, il met en avant une méthode très spécifique, c'est ça? Oui, tout à fait. Et c'est vraiment le point clé. La Cour de cassation, la plus haute juridiction en France pour le droit privé, elle ne valide qu'une seule méthode. C'est la méthode dite des heures réelles. Des heures réelles. Pourquoi celle-là? Parce qu'elle est jugée la plus juste, la plus équitable. Elle se base sur quoi? Sur le nombre d'heures qui auraient vraiment dû être travaillées pendant le mois en question. Pas sur une moyenne théorique comme le fameux 151,67 heures. D'accord, et l'article explique comment faire, j'imagine. C'est quoi les étapes? Oui, c'est assez simple en fait en 3 temps. Premièrement, on regarde le calendrier et on compte combien d'heures de travail étaient réellement prévues ce mois-là pour ce salarié. Par exemple, en février, un mois court, ça peut être 147 heures, pas 151,67. Ok. Deuxièmement, on calcule le nombre d'heures où le salarié n'était pas là parce que son contrat n'avait pas encore commencé ou avait déjà fini. Donc l'absence du début ou de la fin du mois? Exactement. Et troisièmement, on applique la formule que tu mentionnais, je crois. Oui, l'article donne. Retenue égale heures non travaillées, heures réelles totales du mois, multipliées par salaire mensuel brut. L'exemple est très parlant. Embauche le 12 février, 35 heures par semaine, salaire 2100 euros brut. Février, on a dit 147 heures réelles de travail. L'absence, c'est du 1er au 11, ça fait 49 heures. Du coup, le calcul, c'est 49 divisé par 147 multiplié par 2100 euros, ça donne 700 euros de retenue. C'est exact. C'est exactement ça. C'est cette précision qui fait que la méthode est solide juridiquement. C'est la référence. Mais l'article parle quand même d'une autre méthode, celle des heures moyennes, souvent avec la base de 151,67 heures. Si on prend le même exemple, elle donnait un résultat un peu différent, une retenue un peu plus basse, genre 678 euros. Pourquoi elle existe si c'est pas la bonne? Elle existe parce qu'elle est plus simple à appliquer, c'est vrai. Une base fixe tous les mois, c'est tentant. Sauf que voilà, elle est moins précise. Elle ne tient pas compte des variations réelles du nombre de jours ouvrés dans le mois. Ah oui, les mois plus longs, plus courts. C'est ça. Donc, même si parfois elle peut sembler un peu plus favorable aux salariés, et d'autres fois moins, la justice, elle, a tranché. Sauf si un accord collectif dit explicitement autre chose de plus favorable, c'est la méthode des heures réelles qu'il faut utiliser pour être tranquille et équitable.
Et sur le bulletin de paye pour finir, on le voit comment cet C'est ajustement? clair. Oui, en général, c'est assez visible. L'article explique que c'est une ligne bien identifiée, absence entrée-sortie ou retenue ES, quelque chose comme ça. Et le montant est en négatif, bien sûr, puisqu'il vient diminuer le salaire brut de base avant tous les autres calculs de cotisation. D'accord. Et l'article soulève aussi quelques points de la FAQ qui sont importants. Ce n'est pas une absence comme un congé maladie, hein, ça n'est pas indemnisé comme tel. Ce n'est pas non plus une absence faute, c'est juste technique, contractuel. Et un point non négligeable, ça joue aussi sur le calcul du plafond de la Sécu. Ah oui, le plafond est aussi proratisé. Exactement, il est ajusté en proportion du temps de présence. Bon, c'est très clair. Donc pour résumer notre discussion, basée sur l'article de La paix facile d'Anthony Roca, cette absence entrée-sortie, c'est normal, c'est obligatoire pour les mois incomplets. La méthode de calcul à privilégier et même exigée par la jurisprudence, c'est celle des heures réelles du mois, et on doit l'avoir sur la fiche de paie. Tout à fait. Et peut-être une dernière réflexion, bien sûr. Maîtriser ce calcul, c'est vital pour le gestionnaire de paie. Mais savoir le lire, le comprendre, c'est aussi important pour chaque salarié. Ça touche vraiment au cœur de la relation de travail, hein. Avoir une paie juste, transparente. Et ça ouvre peut-être une question plus large, non? Laquelle? Ben, est-ce que toutes les informations qu'on donne aux salariés sur leur rémunération sont toujours aussi limpides qu'elles pourraient l'être? C'est une piste de réflexion, hein, voilà.